Bienvenue dans l'univers d'Afrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous. Je suis Djalissa Sekhmet, je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Édition. Une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi ? Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Afrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Dans ce nouvel épisode d'Afrodia Podcast, nous allons retracer l'histoire de la communauté noire francophone sur 3 générations. Ce podcast, je l'espère, nous permettra d'avoir les grandes lignes de la communauté noire sur 3 générations à partir des années 60-70, la génération de nos parents. La mienne, la génération qui a grandi ou est arrivée jeune en France, et celle de nos enfants. Pourquoi ? Vu l'évolution du monde, de l'Afrique et des différentes problématiques de la communauté, il est important de prendre du recul, un souffle, face à ce monde qui va à 200 à l'heure. Cela permettra également à chacun de faire un point sur ce qu'il est, sa vie, ses aînés, ses projections, pour ceux que cela intéresse bien sûr. En analysant la communauté depuis 30 ans, on peut distinguer différents profils. En voici quelques-uns. Certains pensent que la communauté noire n'existe pas, et ils ne se sentent pas appartenir à une communauté, car nous sommes tous différents, nous n'avons pas les mêmes visions, etc. Mais ces personnes doivent vraiment comprendre quelque chose. Face aux injustices, nous ne formons qu'un. Un homme noir de l'extérieur reste un homme noir, que tu sois camerounais, ougandais, guadeloupéen ou papou. Les personnes de l'extérieur vous voient comme une personne noire, point barre. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Quoi qu'on fasse, nous sommes dans le même bateau, par rapport à la couleur de notre peau et les discriminations subies. Malheureusement, j'ai vu énormément de personnes penser comme ça, jusqu'au jour où il leur arrive quelque chose, un problème, qui leur rappelle cette appartenance. Et à ce moment précis, ils prennent conscience des vraies choses, de la réalité. Certains deviennent même des militants. Il y a beaucoup d'exemples en France dans tous les domaines, vie quotidienne, artistique, sportif. Je ne citerai pas leurs noms, ceux qui savent, savent. Certains veulent juste s'intégrer et veulent qu'on les considère comme Français à part entière, sans aucune distinction de ceux que l'on nomme Français de souche. Certains rentrent dans la politique ou les institutions pour se battre contre le racisme, la discrimination, les injustices et les inégalités. Ils veulent faire partie intégrante du visage de la France, veulent se voir représentés dans les médias, les pubs, les émissions et les grandes entreprises. Certains ont des liens forts avec leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents, certains un peu, d'autres ont une coupure totale ou encore certains le découvrent adultes et tentent une reconnexion plus ou moins réussie. Certains ont la double nationalité, certains n'ont même pas la nationalité française et la demandent, certains ne l'ont pas et ne la demandent pas. Certains parlent leur langue, d'autres pas, surtout ma génération où dans de nombreux foyers il fallait parler que le français. Certains veulent repartir dans les Antilles, en Afrique, d'autres préféreront des allers-retours permanents, souvent à cause des enfants, des liens familiaux. D'autres font partie intégrante de la France, mais ne se sentent pas entièrement français, car pour eux, nés par accident en France, et dénoncent tous les méfaits de la France face à leur pays d'origine. Il y a encore de nombreux profils, il est impossible de tous les citer, mais cela nous permet déjà de voir la complexité des identités. Alfred Grosser, sociologue et politologue, a écrit un livre que j'ai beaucoup apprécié étudiante, Les identités difficiles, dans lequel il traite des thèmes d'identité. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qui définit ce nous ? Les questionnements sont multiples. Prenons-en un pour réfléchir. Un homme français, d'origine malienne, peut-il intégrer l'armée française pour aller attaquer le Mali ? Certaines personnes en ont strictement rien à faire de la situation politique, économique ou encore écologique de l'Afrique ou des Antilles et veulent simplement vivre leur vie. D'autres s'informent, mais n'agissent pas. D'autres, les militants ou activistes, donnent leur temps, leur vie à la cause, face aux injustices. Merci à eux pour leur engagement et leur dévouement pour la communauté. D'autres le font, pas par choix, mais par les événements cruels de la vie.
un frère, un père assassiné par la police par exemple. Il y a un film que je trouve intéressant pour avoir un effet miroir sur les différents états d'esprit des Noirs francophones. C'est le film Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi. Rappelons que les premiers Africains débarqués en nombre sur le territoire français sont les tirailleurs sénégalais, qui faisaient partie du contingent lors des 2 dernières guerres mondiales. Aïssata Seck, femme politique et présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, est à l'origine du combat pour la naturalisation des tirailleurs africains. Combat remporté en 2017. Ce qui montre que l'histoire est le résultat des causes et des conséquences qui s'enchaînent, et que beaucoup portent des combats qui ont leurs racines dans le passé. La fille de Malcolm X, par exemple, se bat toujours pour savoir qui a assassiné son père, comme la famille de Thomas Sankara et tant d'autres. La première génération, les parents, qui arrivent grosso modo à partir des années 60. Les années 60 sont un contexte international de décolonisation de l'Afrique et les Antilles connaissent de profonds troubles sociaux ainsi qu'un essor des mouvements autonomistes. Avec les indépendances commence l'histoire des immigrations post-coloniales en provenance d'Afrique et des dom-toms. Pour ceux de ma génération, dont les parents sont nés au pays, comme on dit, et qui sont arrivés dans les années 60-70, quand je pense à eux, j'imagine le choc culturel. Nous avons tous des anecdotes dans les familles qui nous sont contées, comme les premiers flocons de neige et tellement d'autres choses. Ils sont les racines. Ils savent qui ils sont. Ils essaient de comprendre ce nouvel environnement et pour une majorité essaient de s'intégrer dans le nouveau pays dans lequel ils sont arrivés. L'immigration africaine, au début, vient principalement du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Ensuite, plusieurs vagues de pays africains vont se succéder. Elles permettent aux industries de combler un manque de main-d'œuvre pendant cette période de croissance de la France. Durant cette période économique faste, l'embauche est large et facile. L'immigration africaine comprend uniquement des hommes célibataires. Les usines d'automobiles, les fonderies, les PME et les municipalités les emploient facilement. Cette immigration est considérée à ses débuts comme étant temporaire. Ces années sont aussi marquées par la lutte sociale axée autour des conditions de travail et des logements déplorables. Avec des mobilisations et des contestations dans les foyers, sont révélées à l'opinion publique les conditions de vie de ces travailleurs immigrés. Les Antilles traversent une crise économique liée à l'effondrement de la culture de la canne à sucre et la fermeture des usines. Le chômage augmente. En 1963, le Bumidom, agence d'État chargée d'organiser l'immigration en provenance des Antilles, recrute des personnes peu qualifiées et les oblige à se former dans des centres qui organisent des cours d'adaptation à la vie métropolitaine. L'avenir est ailleurs. Ce slogan, inhérent au Bumidom, a incité plusieurs centaines de milliers d'Antillais et de Réunionnais à quitter leur île natale entre 1963 et 1981. À cette époque, le Premier ministre du général de Gaulle et député de La Réunion, Michel Debré, décide de créer ce programme qui encourage la jeunesse ultramarine à venir travailler et vivre dans l'Hexagone. L'émigration est la solution trouvée par les décideurs de l'époque, encourager et encadrer le départ des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en offrant un voyage et ou une formation en Hexagone. Il y avait des enjeux économiques, démographiques et sociaux à cette politique. On estime entre 160 000 et 250 000 le nombre de personnes qui sont parties en France depuis les DOM par le biais du Bumidom. Le Bumidom est également vu comme un moyen de diminuer l'influence des mouvements indépendantistes antillais qui, dans les années 60, se renforcent. Mais en septembre 1962, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, l'OJAM, est fondée. Et en 1963, le groupe pour l'Organisation nationale de la Guadeloupe, créé à Paris, affirme sa volonté d'édification de la Guadeloupe en État souverain. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre d'Aphrodia Éditions, L'histoire des Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, de la préhistoire à nos jours. Face à cette nouvelle présence, la France passe d'un racisme latent et colonial à une xénophobie manifeste, même si le président du Sénat est alors un Guyanais, Gaston Monnerville. On y trouve également une nouvelle élite noire issue des milieux étudiants, artistiques et littéraires, symbolisée par le roman d'Édouard Glissant, La Lézarde. Une génération également, incarnée par la pièce de Jean Genet, Les Nègres, interprétée par des comédiens
africains et antillais. Robert Lienzol, confronté au racisme latent envers les comédiens noirs, décide de créer la Compagnie des Griots. C'est la première troupe de comédiens noirs à exister en France. Il leur propose des rôles intéressants, loin des clichés attribués aux comédiens de l'époque. La compagnie contribue à faire connaître au public des œuvres du répertoire classique français et étranger. Elle permet de développer la connaissance de la littérature noire et enfin de valoriser la découverte des comédiens noirs et de talents émergents. On peut y voir des artistes tels que Darling Légitimus, Théo Légitimus, Bachir Touré, etc. Cette compagnie, qui durera jusqu'en 1972, est à l'origine de nombreuses représentations. Les Nègres, la tragédie du roi Christophe, Une saison au Congo, La fête à Harlem, etc. Je souligne aussi qu'aux États-Unis, nous sommes toujours en pleine ségrégation dans la période des mouvements des droits civiques. Et ensuite viendra le Black Panther Party, avec leur coupe afro que toutes nos mères ont portée. Nos parents ont donc vu toutes ces histoires de Noirs se faire massacrer à la télé, traumatisés par ces images. En fait, si on y pense, nos parents ont vu et vécu la condition noire partout dans le monde, que cela soit par leur histoire ou des histoires d'autres populations noires. D'ailleurs, je me rappelle très bien que ma mère me disait « Ne va jamais aux États-Unis, ils tuent les Noirs là-bas ». La deuxième génération, la mienne, celle qui a grandi ou est arrivée en France jeune. C'est la génération qui a été à l'école de la République. À travers la cantine, nous avons découvert des plats que nous ne connaissions pas. Il faut préciser que nous sommes une communauté, mais que nous avons chacun notre vécu, nos anecdotes individuelles. Et c'est vraiment une amie qui a grandi en province qui me le rappelle à chaque fois, car nous sommes deux femmes noires de la même génération et nous n'avons pas du tout vécu les mêmes choses. Elle, une enfant de province, et moi, la banlieusarde. Nous, à cette époque, on jouait avec tout le monde. Portugais, Algériens, Tunisiens, Guadeloupéens, Martiniquais, Maliens, Sénégalais. Mais malgré nos différences, nous avons tous souffert de racisme à un moment donné. Une amie blanche, dont les parents ne voulaient pas que tu rentres chez eux, ou encore un épisode que j'ai en mémoire de la grande sœur d'une copine qui avait ramené un noir chez elle, et le père les avait fichus dehors. Bref, toute une histoire. À l'école, nous n'avons jamais appris notre histoire, ce qui est logique. Comment une ancienne puissance coloniale peut-elle raconter les méfaits qu'elle a commis ? À cette époque, la première fois que nous rencontrions un homme noir dans les livres scolaires, c'était en histoire, avec le fameux chapitre de l'esclavage. 2 pages, résumant notre histoire. Les Africains vendaient d'autres Africains aux négriers qui, par le commerce triangulaire, les emmenaient dans les Amériques pour les faire travailler jusqu'à la mort. Toujours les mêmes images. Les Noirs qui se faisaient fouetter et, bien sûr, l'image de Schulcher qui vient nous délivrer et abolir l'esclavage. Nous avons tous été formatés avec cela, noirs comme blancs. Il faut souligner également que nos parents ne nous ont jamais parlé de l'esclavage, car ils ne connaissaient pas cette période d'histoire traumatique et en parlaient pas. C'était un sujet tabou. Les très rares parents qui en parlaient étaient principalement des militants et des activistes. En instruction civique, on étudiait la notion de racisme, que nous étions tous pareils, même s'il y avait des personnes dans le passé qui nous pensaient inférieurs. Et nous regardions et analysions tous cette fameuse illustration du classement des races avec les crânes qui pour nous étaient accolés avec celle d'un singe. C'est également l'époque de Tintin au Congo et du Borahan, blond, qui vivait dans la jungle africaine, entouré de tous ces sauvages. Bon, vous l'avez compris, à cette époque, aucun livre jeunesse nous représentait dignement. En fait, avec le recul, c'est très perturbant de grandir dans une société qui n'est pas créée pour toi, qui ne correspond pas à tes valeurs, tes représentations, qui ne te ressemble pas, dans laquelle on comprend qu'on n'est qu'une pièce rapportée et non désirée. Ce sont des micro-agressions permanentes. Il y a beaucoup d'études aux USA sur ces différents traumas. Nous savons aujourd'hui les conséquences des traumatismes générationnels au niveau psychologique et épigénétique. Pour les adolescents noirs, il n'y avait pas de modèle en France. Les magazines, comme Jeune et Jolie par exemple, n'avaient aucune jeune fille noire, ce qui voulait dire que soit on n'existait pas, soit on était jeune et moche. Je ne parle même pas des collants et du maquillage non adapté à notre peau à cette époque-là. Il y avait aussi l'image des Noirs complètement stéréotypée à la télé, et toutes ces imitations de Noirs à la Michel Leb. Et bien sûr, l'image de l'Afrique à la télé qui était synonyme de famine, d'enfants au ventre ballonné, en perpétuelle guerre, et toutes ces chansons faites par les célébrités pour récolter des fonds pour aider l'Afrique. Ce continent
apparaissait comme l'enfer sur terre. À la télé, le rôle des Noirs laissait à désirer. Nous scrutions inconsciemment des personnes qui nous ressemblaient. C'est également l'époque de la compagnie créole qui fait danser la France entière sur ses rythmes légers, renforçant le stéréotype des Antillais. Dans nos foyers, les parents écoutaient les musiques du pays, zouk, toutes sortes de musiques africaines. Il y avait également toute la musique afro-américaine. Qui ne se rappelle pas de ces chaînes hi-fi pour écouter les vinyles, avec leurs magnifiques couvertures, Bob Marley, Stevie Wonder, etc. Il y avait les grandes stars américaines, comme le King of Pop, Michael Jackson, ou encore Whitney Houston, qui sont à leur apogée. Whitney Houston, quelle bombe! L'image d'une femme noire belle, artiste et riche. On n'avait pas l'habitude. Nous avons eu également cet élément salvateur dans cette période, l'arrivée du hip-hop. Waouh! Quelle euphorie! Ce style vestimentaire, musical, artistique. Enfin, on pouvait se projeter, s'imaginer dans quelque chose de cool, de stylé. Il n'y a rien à dire, on kiffait. L'arrivée du hip-hop a touché et bouleversé toute ma génération. Le hip-hop est un mouvement qui naît aux États-Unis, au début des années 70 dans les ghettos noirs de New York. Les historiens du hip-hop s'accordent sur la date de naissance de ce mouvement, qui est le 11 août 1973. Ce jour-là se déroule une soirée, organisée par Cliff Campbell, surnommé DJ Kool Herc, d'origine jamaïcaine, qui invente une nouvelle manière de mixer la musique. Il est considéré comme le père du hip-hop. Il sera rejoint par Afrika Bambaataa, de parents originaires de la Jamaïque et Barbade, et de Grandmaster Flash, aux racines barbadiennes. Dans cette culture, on retrouve les DJ, les MC, les graffeurs et les breakers. Cette culture arrive en France au début des années 80. Les jeunes de banlieue découvrent la culture hip-hop et se l'approprient. D'ailleurs, les jeunes filles noires de banlieue, nous sommes les premières à avoir porté les baskets avec des jupes ou des robes. Cela ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu totalement banal. Une personne va être pionnière dans l'implantation du hip-hop en France. C'est Sydney. En 1984, son émission hip-hop HIP HOP sur TF1 porte cette culture dans tous les écrans français. Tous les dimanches en début d'après-midi sur TF1, de janvier à décembre 1984, juste après la série américaine Starkey et Hutch. 15 minutes que Sydney démarrait par un « Bonjour les frères et sœurs » et qui vont bouleverser la vie de dizaines de milliers de jeunes Français qui répéteront les pas de danse enseignés par Sydney, et les Paris City Breakers. On ne ratait aucun épisode de cette émission. On poussait les meubles du salon et on essayait tous les pas. À partir de ce moment, et pendant plus d'1 an, toute la jeunesse et les médias seront branchés sur cette culture, qui deviendra l'industrie mondiale puissante que nous connaissons tous aujourd'hui. La jeunesse se retrouvait dans des lieux comme les Halles, le Trocadéro, Saint-Denis ou la Chapelle pour danser, graffer. Plus tard, dans les années 90, des artistes comme MC Solar, IAM ou Supreme MTM révolutionnent la société avec le hip-hop en France. Cette culture noire contribue à modifier sensiblement l'image des Noirs dans l'opinion publique. Ils s'inscrivent dorénavant dans ce que l'on appelle les cultures urbaines. C'est également important de préciser qu'avant le hip-hop fasse son entrée, il y avait déjà des sound systems qui jouaient dans différents squats parisiens et en banlieue. Et de banlieue. Ces sous-systèmes étaient surtout organisés par la communauté caribéenne. L'importance de la musique caribéenne est fondamentale. Ce sont les plus anciens qui peuvent nous raconter cette partie de l'histoire non écrite. La musique ragamuffin, portée plus tard par Tonton David et beaucoup d'autres, le reggae, ont permis également à toute la jeunesse de s'identifier et surtout de s'éveiller sur des sujets, des causes que l'on ne connaissait pas ou peu. Car, n'oublions pas, le reggae a toujours été la musique du peuple, tournée vers l'Afrique et nos personnages historiques. Pour ma part, c'est le mouvement reggae qui m'a sauvé de mon aliénation. En parallèle du mouvement hip-hop se développent les bandes, les gangs. En effet, l'un des gangs les plus marquants dans l'histoire de la France des années 80 se nomme les Black Dragons. Un gang afro-parisien qui a combattu les skinheads et le racisme dans les années 80. Les Black Dragons sont créés au début des années 80 par un immigré haïtien, Jean-Yves. Cette bande est fortement inspirée par le Black Panther Party des États-Unis. Elle est née à Nanterre et la base était à La Défense. Au départ, aucun blanc n'y était admis. Puis, le recrutement s'est peu à peu ouvert à toutes les origines. Les membres devaient maîtriser au moins un art martial. Le principe était clair.
Il ne fallait pas voler, pas violer, pas boire, pas fumer, pour être toujours prêt au combat. Les Black Dragons créent même les frégates, une sorte de force spéciale armée censée intervenir en cas de problème grave. Pour ceux qui ne le savent pas, à cette époque, les Noirs ne pouvaient pas circuler librement dans certains quartiers de Paris. Si des skinheads t'attrapaient, tu te faisais massacrer. À l'origine, les skinheads n'étaient pas des racistes ou des militants politiques. Ils désignent à l'origine un jeune prolétaire britannique aux cheveux tondus. Leur point commun était leur origine sociale modeste, leur amour de la musique noire, soul américaine, ska, rocksteady et reggae, et leur goût pour la bagarre. Le mouvement skinhead se scindra plus tard et une partie se tournera vers les thèses néo-nazies. C'est cela qu'on rencontrait sur Paris. Les Black Dragons patrouillaient dans la ville pour se bastonner sévèrement contre les skins. Au cours des années 80, le racisme et les attaques xénophobes sont à leur paroxysme, avec la montée du parti d'extrême droite, le Front National. Les skinheads patrouillent dans les quartiers parisiens spécifiques, en particulier les halles, et attaquent les passants trop basanés à leur goût. En 1983, les skinheads lancent une de leurs attaques les plus horribles, la chasse au beurre, autrement appelée ratonnade, qui entraînera la mort de 23 personnes. Le gang légendaire a bel et bien mis fin aux agressions perpétrées par les skinheads dans les années 80 à 90. Merci à eux. La loi du 9 novembre 81 marque la fin du monopole public sur la bande FM française. C'est l'ouverture des bandes FM et l'apparition des radios libres. Tabala FM est la première radio libre africaine à Paris. Notre frère, Amobe Mevege, prend part à la création de cette radio dans les années 80. À cette époque, Claude Iciard est l'un des premiers Antillais qui parle ouvertement de l'Afrique. Quel était le regard sur l'Afrique de cette génération qui a grandi en France ? Beaucoup voyaient le continent africain comme synonyme de pauvreté, maladie et surtout de sanctions. Qui n'a jamais entendu « tu continues tes bêtises, je t'envoie au bled ». Le retour envié par les immigrés de la première génération devient une menace et une punition pour ceux de la seconde. Cette sanction est d'autant plus redoutée que beaucoup d'enfants savent qu'elle a déjà été appliquée à plusieurs de leurs aînés. Dans les années 80, la récession économique et l'élection d'un nouveau gouvernement changent profondément la nature de l'implantation des Africains en Île-de-France. La crise économique qui s'accentue freine les embauches, et la révolution industrielle qui automatise les chaînes de production d'automobiles et délaisse la métallurgie au profit des matières synthétiques se traduit par une vague de licenciements. De nombreux Africains se retrouvent au chômage, une situation jusqu'à là peu fréquente. Ils retrouvent peu à peu du travail, souvent à temps partiel, dans les secteurs en développement, entreprises de nettoyage, restauration collective, agences de surveillance et sociétés d'intérim. Les Antillais, eux, sont dans la fonction publique car ils possèdent tous la nationalité française. Dans le même temps, la gauche arrive au pouvoir, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, décrète que les ressortissants de tous les pays sont autorisés à mener une vie familiale normale. La loi sur le regroupement familial incite la majorité des immigrés africains à faire venir femmes et enfants. De temporaire à transitive, l'immigration africaine devient sédentaire et définitive. Dans ce contexte mouvant, l'arrivée des femmes joue un rôle déterminant. Les hommes qui résident maintenant avec leurs familles dans les cités continuent d'assister, dans les foyers, à leur réunion parentale et villageoise et d'y cotiser pour maintenir les liens d'entraide avec leur pays. Cette décennie voit d'ailleurs l'association entre immigration et insécurité devenir un thème permanent, comme le montre la montée du Front National aux élections municipales de 83, 86, 88. Les mouvements des luttes des sans-papiers pour le droit à l'asile et au logement se multiplient et sollicitent l'intérêt des médias. Ces années sont aussi marquées par l'émergence de musiciens et surtout de sportifs afro-antillais sur la scène médiatique. Ces enfants de la première génération, comme Marius Trésor, Jean Tigana ou Yannick Noah, deviennent les héros d'une France en quête de succès. C'est à partir des années 80 que l'on parle de plus en plus de la deuxième génération d'immigration. La question qui interroge la politique est celle de leur place dans la société. On parle alors de leur intégration, oubliant qu'ils sont majoritairement français. On remarque aussi que certains Français constatent l'irréversibilité du phénomène, mettent en doute la légitimité de leur appartenance à la société. À la différence des précédentes générations, cette génération ne reproduit pas la situation économique des promos arrivants,
Elle est née en France et entre dans un processus d'accélération de sa confrontation avec la société française. Elle ne conteste pas le cadre politique avec ses valeurs démocratiques et laïques, mais s'affirme, c'est la période des revendications pures. Les réveilleurs de conscience. À la marge des artistes et des sportifs visibles, Youssou N'Dour, Manu Dibango, Lilian Thuram, Thierry Henry, il y a le mouvement des réveilleurs de conscience, qui sera la base de l'éveil des consciences d'aujourd'hui. À cette époque, la grande majorité des Afros n'est pas consciente des enjeux de la communauté, comme la France-Afrique, les problématiques du franc CFA, l'origine des guerres africaines, le chlordécone, le monopole des béquets et j'en passe. Seule une minorité est consciente de tous ces enjeux. Les années 80 sont également marquées en Guadeloupe par une série d'attentats à la bombe, attribués ou revendiqués par des indépendantistes. En France, de nombreux groupes et associations se créent. Bien sûr, je les salue tous et je ne peux pas tous les citer, car je ne les connais pas tous et la mémoire peut me faire défaut, car cette histoire n'est connue que par ceux qui étaient là. Je parle des mouvements non institutionnels, car il y a deux branches afro-militantes. Les mouvements institutionnels et les groupes militants qui ne rentrent pas et ne veulent pas entrer dans les institutions françaises. En voici quelques-unes. Il y a SOS Racisme, que tout le monde connaît, une association française créée en 1984, dont le but est de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, plus généralement sur toutes les formes de discrimination. Son slogan est « Touche pas à mon pote ». Ils vont être à l'origine d'actions de testing pour démontrer les discriminations à l'embauche, au logement, dans différents établissements comme les boîtes de nuit. Il y a la Nation of Islam que nous rencontrons surtout à Châtelet. Et n'oublions pas, le 24 février 1993 sort le film Malcolm X en France. Dans les années 94-95, il y a l'association Shabaka avec Mbelek Fouguin qui donne des cours d'études classiques africaines. En 97, l'association OCA qui organise des cours avec l'IECA. Des grands professeurs tels que le professeur Gomez, surnommé Rek Miret, donnent des cours à Jussieu. L'association Héliopolis de notre frère Omotunde et Jean-Philippe pour faire découvrir l'histoire afro. Ils avaient organisé d'ailleurs une belle visite de l'exposition Égypte à l'Institut du monde arabe avec pour guide le grand professeur Gomez, Rek Miret. Il y avait aussi l'association Kepera avec Cheikh Mbacké Diop. L'association Conscience Noire avec le frère Malik. C'est la naissance du mouvement Kamite. On pourrait dire la première génération Kamite, mais aussi des mouvements panafricains qui suivront. De nombreux groupes vont apparaître travaillant sur des spécificités précises. Africa Mahat, par exemple, sur l'égyptologie, d'autres sur la spiritualité, d'autres sur le terrain, comme la brigade anti-négrophobie. Il y a aussi les marches, comme la marche silencieuse en 98. En 2001, la France reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais enlève l'article sur les réparations. Il ne faudrait pas pousser. Il y a aussi le COFAD, le Comité pour la mémoire de l'esclavage, les mouvements des réparations, le MIR, le CIPN, le Comité international des peuples noirs. Il y a également la conférence de Durban, où les Afros demandent des réparations. En 2009, il y a El Capé. Il y a aussi les États généraux organisés aux Antilles. Et en 2015, il y a aussi la décennie des personnes afrodescendantes. Il y a aussi la Tribuca, dirigée par Kémy Séba. Ce sont des années où il y a énormément de manifestations, de journées. Les groupes font venir de grandes figures internationales comme Angela Davis, l'une des filles de Malcolm X, Malak Shabazz, le Dr Umar Johnson, Emory Douglas, l'illustrateur du journal du Black Panther Party. Les colloques Ménébuk, les premiers voyages en Égypte sont organisés. Il y a ensuite toutes les actions, des déboulonnages des statues. Les militants qui vont au Quai Branly pour récupérer les objets africains volés. Les militants partent en Afrique, aux Antilles. Les connexions se soudent dans le monde entier, autour d'un objectif commun, la renaissance de l'Afrique et de sa diaspora. Les années 2000, nous avons donc un tableau riche, avec tous ces mouvements de pensée et d'action. Il y a aussi des personnalités diverses comme Rokhaya Diallo, Maouboula Soumaro, des écrivaines comme Fatou Diomé, Léonora Miano, Chimamanda. Ce sont des années fortes de prise de conscience et de changement de narrative. Les Noirs installés en France font partie de l'histoire de France depuis maintenant plusieurs générations. Quelle est la vision de la génération de nos enfants ? Personnellement, je trouve que c'est une génération qui prend conscience de ce que c'est d'être noir. Par le parcours de leur aîné, par le biais du mouvement Napi, qui a fait réfléchir une grosse partie de cette génération par le cheveu. Beaucoup font des allers-retours entre l'Afrique et les Antilles et la France et d'autres pays. D'autres s'y installent définitivement, d'autres font du business entre tous ces pays. Il y a un réveil des consciences,
même si tout le monde n'est pas militant. On peut le voir sur les réseaux où des personnes noires pas du tout militantes peuvent diffuser, parler de problèmes de la communauté qui avant étaient discutés seulement dans des mouvements activistes. Certains avec cœur et mission, d'autres pour le buzz. Mais l'essentiel n'est pas que le message passe. Après, chacun se positionnera. Avec le réveil de l'Afrique de l'Est, les problématiques du chlordécone, de l'eau aux Antilles, notre jeunesse a les informations. Elle sait ce qui se passe dans le monde. En 2024, les joueurs de foot se font toujours insulter sur les terrains de foot. Aya Nakamura, artiste noire, cartonne et permet aux jeunes filles noires d'avoir au moins une représentation. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a également la montée en puissance du combat panafricain, avec de nombreuses figures comme Kémy Séba, Nathalie Yamb, tous nos historiens, nos intellectuels et nos militants de terrain. Comme nous l'avons vu, la communauté noire est complexe. Alors oui, malgré notre couleur de peau, nous ne pensons pas tous de la même façon et nous ne sommes pas du tout engagés sur les mêmes voies. Mais peut-on avoir une réflexion commune ? Par respect pour nos ancêtres et tous ceux qui ont combattu avant nous, pouvons-nous faire chacun quelque chose à notre échelle pour faire avancer notre communauté ? Les anciens ont fait un gros travail de reconnexion et de vulgarisation de notre histoire. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que toutes les informations que vous avez aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux, sur Google, n'étaient pas disponibles facilement. Il fallait faire des recherches, il fallait même avoir un certain niveau d'études pour pouvoir entrer dans certaines bibliothèques et aller voir certaines archives. C'est grâce à tous ces militants qui ont pris des heures et des heures dans les bibliothèques que certains documents sont sortis et qui sont devenus aujourd'hui banals. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Chacun se réveillera un jour ou pas. Mais la problématique du manque de conscience de certains, c'est que nous ne pouvons pas être respectés si nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Les Noirs francophones sont les seuls à produire des films comme Casse Départ, le premier film sur l'esclavage en France hexagonale. Pendant que certains ont fait des films comme Racine avec Kunta Kinte, Rue Casse-Nègre. Pour ma part, ce genre de film reflète les problèmes psychologiques, du moins même psychiatriques, des membres de notre communauté. N'oublions pas, les Antilles et l'Amérique sont encore imbibés des traces de ces atrocités. Aujourd'hui, il y a toujours de vrais militants qui travaillent pour la communauté tous les jours en soum-soum. Merci à eux. Il y a ceux qui profitent du réveil des consciences pour vendre des produits marketing sur notre histoire, notre culture. Pourquoi pas ? Le développement de la recherche au niveau psychologique et épigénétique nous fait comprendre de plus en plus les conséquences et les séquelles que nous portons en nous-mêmes. Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, nous avons le potentiel de faire énormément de choses, malheureusement et heureusement, aussi bien dans le mal que dans le bien. La jeunesse est hyper active sur les réseaux et pour beaucoup produisent des contenus riches et passionnants. Encourageons-les. Rappelons-nous des combats de nos aînés, de tous nos héros connus ou inconnus qui sont morts pour nous, pour notre liberté et notre dignité. Soyons les dignes fils et filles de notre lignée. Je terminerai par une citation de Frantz Fanon. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier et pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.